Alors, donc, dernier cours aujourd'hui. Tout d'abord, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence bien mal pour vous, puisque dès ce début d'année, vous venez assister à un de mes cours. Et en plus, je suis à l'heure, mais ça, c'est la faute de Guillaume Carlier qui m'a dit quand même, tes cours, c'est la classe. Attendez la suite. Je caricature un peu. C'est la classe. À chaque fois, tu as une nouvelle excuse pour ton retard. C'était donc ça qui l'avait le plus impressionné dans le cours. Donc, du coup, étant à court d'excuses, j'ai décidé d'être à l'heure. Bon. Alors, le programme aujourd'hui, c'est vous donner le programme l'an prochain. Sérieusement, c'est de mettre en place ce que je devrais développer l'an prochain, puisque les choses se seront tellement développées au fur et à mesure que le cours avançait qu'il y a énormément de matériel encore à couvrir, à comprendre, et donc ça sera évidemment l'objet du cours prochain, j'en reparlerai dans un instant. Je suis confus de revenir un tout petit peu en arrière, non pas pour corriger, mais pour donner des informations un peu plus récentes sur des questions que j'avais posées dans le cours. Donc on va refaire 10 minutes de calcul différentiel. On va se remémorer un tout petit peu de quoi il s'agit. On a un espace de base qui est un espace différenciable, par exemple le tore, ce qui évite un certain nombre de problèmes à l'infini. On a l'espace des mesures de proba vivant là-dessus. On équipe ça d'une certaine métrique que je vais quand même vous remémorer, dm1, dm2, qui est l'inf, si je la prends au carré, qui est l'inf sur tous les couples de variables aléatoires tels que la loi de x soit m1 ou x1, x2, telle que la loi de xi égale mi, l'inf de l'espérance de x moins y au carré. Bien. Et que lorsque les mi sont donnés par des mesures empiriques à n points n xi, et que donc xi c'est un couple, c'est un n-uplet de points dans q puissance n, donc c'est xi1 jusqu'à xin, chacun des xi k étant dans q, toujours pour i variant de 1 à 2, et bien la distance de mn x1, donc c'est la distance 2 de mn x1 à mn x2, c'est donc l'inf sur toutes les permutations de 1 sur n, distance au carré, somme sur i dxi moins y de sigma de i au carré. Bon. Alors, beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses à dire sur des petits aspects de calcul différentiel. Je vérifie auparavant que je n'ai rien oublié. Et ça, on le notera aussi d2 de x1 à x2 au carré. Alors, je vous avais donné une notion de fonction C1 sur P qui était basée sur le fait que lorsque chaque fois qu'on prend une fonction U de M, on peut la projeter, entre guillemets, sur Q puissance N en prenant simplement U de Mnx. Et c'était de demander que les UN aient un bon soit C1 avec un bon module de continuité. Donc il y a beaucoup de variantes de cette définition. Beaucoup de variantes de cette définition. On demande que UN soit effectivement C1 et on demande que UN de X moins ou UN de Y moins UN de X moins gradient X de UN de X scalaire Y moins X soit inférieur à quelque chose qui soit un petit taux de je vais l'écrire comme ceci, 1 sur n, somme de i égale 1 à n, de dxi moins yi au carré. Correct.
Ça, c'est d'ordre, ça serait un peu trop, donc c'est de la racine carrée de ceci, que ce soit un petit taux de la distance. Bien. Alors ça, c'était une définition de C1, et il y a d'autres définitions qu'il n'est pas très compliqué de vérifier que un de x plus z plus un de x moins z moins 2 un de x à nouveau est ce majeur, et le petit taux est indépendant de n ici. Hein. Ça, c'est absolument crucial. Eh bien, même chose, on veut que ça soit un petit taux et de la bonne norme. Bon, ça, c'est du calcul différentiel standard. On avait vu que tout ceci entraîne une définition, et donc c'était plutôt celle-ci dont il était facile de démontrer que ça entraînait une définition intrinsèque du caractère C1, et puis bon, j'écris ça pour C1, mais je pourrais parler de C1 alpha, de C1 1, voire de convexité. Mais je ne dirai pas grand-chose de plus aujourd'hui sur la convexité. Qu'est-ce que ça veut dire, des fonctions convexes de U de M? Eh bien, il y a une notion de convexité géodésique, et ce que je vais montrer, c'est que tout est équivalent à des notions beaucoup plus simples, avec, en apparence plus forte, avec U puissance n, dans lesquelles on projette simplement en dimension finie. Donc, je disais que ceci entraînait le caractère C1 géodésique, que je ne veux pas redéfinir. Il faut que je le fasse ou pas? Non, je ne vais pas le faire. Je le redescendrai. Et en fait, le point nouveau là-dedans, c'est qu'il y a équivalence. Donc, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, cette notion-là est équivalente à une autre notion qui consisterait à dire U de M0 plus U de M1 moins 2U de M1,5, où M1,5 est un point intermédiaire. Donc ça, c'est C1 géodésique, quelle que soit la géodésique faible. Géodésique faible, c'est-à-dire quel que soit le couplage optimal. À partir d'un couplage optimal, à partir d'une loi optimale, on peut toujours définir simplement en prenant Tx plus 1 moins Ty, bien une famille de la loi de Tx plus 1 moins Ty, on obtient une géodésique. Et on demande à ce que la fonction soit C1 le long de la géodésique. Quelle que soit la géodésique faible, liant deux points, et c'est d'ailleurs équivalent à il existe. C'est que pour tout couple de points, c'est C1 le long pour une géodésique faible. Donc tout ça, c'est équivalent. Alors, U de M0 plus U de M1 moins 2 U de M1,5, ça c'est le point qui correspond à X plus Y sur 2, à la loi de X plus Y sur 2 pour un couplage optimal. Et là, c'est de demander à ce que ceci soit un petit taux de D de M0 M1. Ça, c'est toujours pareil, ce sont des choses qui éliminent le besoin d'écrire des dérivés, ce qui est toujours un peu délicat. Et bon, bref. Alors, donc là-dedans, toutes ces formulations sont équivalentes. Donc, ce que je vous avais dit, c'est qu'on avait une formulation qui, a priori, était une formulation simple à vérifier parce que c'est le caractère C1 usuel. Et je vous avais dit, il y a une notion qui existait déjà, et que simplement, c'est une notion plus forte que la notion qui existe déjà. Il se trouve qu'elles sont équivalentes. Et je voudrais juste expliquer le principe général d'équivalence pour C1 ou pour d'autres classes de régularité. Donc l'observation nouvelle, la voici, c'est que fondamentalement, lorsque vous appliquez, avec que ce soit le quel que soit où il existe, vous allez prendre un couplage optimal pour le point x et y. Donc ce que ça vous dit, cela vous dit que si je prends une notion C1 géodésique, et que j'applique cette notion à des mesures empiriques, je vais avoir une information sur les UN. Quelle est cette information? Cette information est que UN de Y moins UN de X moins gradient UN de X, scalaire. Scalaire quoi? Scalaire, bien un Y sigma moins X, et qui est majoré par un petit taux de
de ce qu'il faut, c'est-à-dire le 1 sur n, somme de i égale 1 à n de y sigma de i moins xi, norme au carré 1,5. C'est-à-dire ce que l'on veut, mais modulo ici un sigma où ceci est une permutation optimale. Permutation optimale pour D2. Et donc, ça vous donne une information comme UN est symétrique, que vous mettiez ici Y ou Y sigma, ça vous donne l'information que vous voulez, mais pas forcément pour tous les points Y. Ça ne vous donne que pour le Y, mais dont éventuellement les coordonnées ont été, ou les paquets de coordonnées ont été permutés de façon à minimiser la distance là-dedans. Quand je dis optimale, c'est pour ça. Alors, donc ça, c'est un peu embêtant, et c'est pour ça qu'en apparence, cette notion est une notion plus forte que celle-ci, parce qu'on n'a pas forcément tous les couples de points. Bon. Alors, l'observation, c'est qu'en fait, avoir un caractère C1 à partir du moment où on a un petit taux qui est uniforme par rapport au point X, si on centre ce qui se passe autour du point X, c'est purement local. C'est-à-dire qu'avoir cette information pour tous les Y et X, ou avoir cette information uniquement pour Y proche de X, c'est la même chose. Donc l'observation, c'est qu'ici, il suffit de restreindre Y qui appartiennent à un B de grand X et de epsilon pour un epsilon qui peut dépendre de X. Ça n'a aucune importance. Parce qu'après, on peut se débrouiller pour effectivement vérifier que l'on a, on a le module de continuité qu'il faut qui est caché là. Hein. On a l'uniformité cachée ensuite, par la suite. Alors, donc, suffit. À partir du moment où vous avez un petit taux, hein, vous ne pouvez pas écrire la bonne inégalité, mais vous avez la même majoration qui est indépendante du point X. Ça, c'est une observation de calcul différentiel. Alors, si on revient là-dedans, donc on se dit, il suffit que je prenne Y proche de X. Et là, on va faire une petite observation très simple. C'est sur le couplage optimal. Ben, il y a deux cas de figure. Je vais essayer de regarder très, très brutalement ce que font ces couplages optimaux lorsque Y est proche de X. Premier cas de figure, tous les Xi sont distincts. Pour toute I. OK ? Donc j'ai mes n paquets de coordonnées sont vraiment des points distincts dans Q. Le couplage optimal, si on est proche de X, ça veut dire que chacune des coordonnées doit être proche de Xi. Eh bien, le couplage optimal, c'est l'identité. Parce que si vous avez des points qui sont séparés, et que vous avez donc ensuite d'autres coordonnées qui sont comme ceci, ben vous n'allez pas vous amuser à apparier celui-ci avec celui-là et celui-ci avec celui-là, alors qu'il y a un appareillage beaucoup plus proche qui consiste à ne pas changer l'ordre de la numérotation. Et donc, effectivement, si les xi sont distincts, alors ça entraîne que sigma est égal à l'identité. Et dans ce cas, on a le bon y. Alors ça, c'est déjà pas mal, parce que ça nous donne sur un ouvert dense de x, l'inégalité. Mais j'en ai besoin de partout, pas sur un ouvert dense, parce que je pourrais avoir une perte de régularité à un endroit. La deuxième observation est assez simple. Bon, à une renumérotation des x, je peux renuméroter les x, ça, c'est pas un problème. À une renumérotation près, le deuxième cas de figure, c'est qu'il existe un cas qui est supérieur ou égal à 1 et qui, a priori, est plus petit que n, tel que les x1 soient égaux à xk, et qui sont ensuite distincts des suivants, qui sont après distincts, tous distincts entre eux, hein, vous voyez, après tous distincts jusqu'à n. Donc non seulement les xk plus 1, xk plus 2 jusqu'à xn sont distincts de ce premier bloc, mais ensuite les xk plus 1, xk plus 2, xn sont distincts entre eux. Et alors là, les y optimaux, qu'est-ce qu'ils sont?
Le même raisonnement qui dit que cela, on n'y touche pas. Sigma de k plus 1, c'est k plus 1. Et jusqu'à sigma de n est égal à n. Hein, on est proche. Donc à nouveau, les points qui sont distincts, bah, ceux-là, on ne les renumérote pas. En revanche, les k premiers points, bah, là, je peux numéroter comme j'en ai envie. Donc sigma, là, ici, n'importe quel sigma optimal, ça ne change rien à la distance, n'importe quel k optimal, c'est en fait une permutation de sk. Et après, c'est une identité. Ça, c'est le cas général. À une permutation près des coordonnées de x, mais ça ne pose pas de problème. On ne peut pas faire mieux en termes de proximité, car y est proche de x. Mais ça peut être gênant, parce que ça veut dire qu'il peut y avoir une renumérotation. Est-ce que cette renumérotation est embêtante pour les inégalités? La réponse est non. Parce qu'en effet, regardons ce produit scalaire, et ce que vous allez observer, c'est que si, comme un est symétrique, donc ici, c'est comme si vous avez x1 et xk, hein, je vais oublier les autres variables, je vais me concentrer sur celle-ci, c'est une fonction symétrique. Et je regarde les dérivées en un point où toutes les coordonnées sont égales. Donc ça, qu'est-ce que ça entraîne, la symétrie? Ça entraîne certainement que gradient xi de un au point x est égal à gradient xj de un au point x pour tous les i et j compris entre 1 et k. Ça, c'est la symétrie, parce que les k premières variables sont égales. Et donc, cela veut dire que ici, et là, les k premières variables sont égales. Donc, que je mette des permutations ici ou pas sur les k premières variables, ça ne change rien, parce que tous les vecteurs sont égaux et tous les vecteurs sont égaux. Et donc, en fait, ce que vous avez, c'est que vous avez la somme des yi de 1 à k, ou des y de sigma de i de 1 à k. C'est ça qui, après, tout le reste se factorise. Et donc, le sigma, on ne le voit pas. Bien, si le sigma, on ne le voit pas, ça veut donc bien dire que localement, avec un voisinage qui dépend du point x, dans cette inégalité, je peux supprimer le sigma. Donc, sigma ou pas sigma, ça ne change rien. Et là, effectivement, on voit que toutes les notions C1 sont équivalentes. Alors, vous auriez ici la convexité géodésique pour D2, ben, ça veut simplement, c'est équivalent à dire que les UN sont convexes pour tous les N. Bon, et ça veut donc d'ailleurs dire que cette notion de convexité géodésique, c'est équivalent à prendre n'importe quel couplage, parce qu'une fois que vous avez ceci, vous voyez bien que ce caractère C1, c'est pour n'importe quel couplage, c'est pour n'importe quelle droite rejoignant deux mesures, droite au sens d'un couplage. Donc en fait, le C1 géodésique, ça entraîne C1 sur tous les couplages. Bon, modulo le passage par cette projection. Voilà, je n'insiste pas, je veux maintenant aujourd'hui attaquer des aspects de DP. Alors là, aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est une présentation purement formelle, sont les recettes. C'est comment, à partir de DP, en dimension finie, quand n tend vers l'infini, on récupère des EDP sur l'espace des mesures. Alors, d'une certaine manière, j'en ai déjà un peu parlé avec les équations de Hamilton-Jacobi, j'en ai un peu parlé avec des équations de transport. Reste maintenant à vous donner des recettes, donc on s'attend à ce qu'il y ait des choses comme ceci. Et donc, reste à vous donner des recettes un peu plus générales. Donc, dérivation heuristique d'opérateurs ou de DP. Bon, alors je ne veux pas mettre un 2 là, parce que comme vous allez le voir, pour certains opérateurs non linéaires, il va falloir considérer plusieurs distances à la fois. Ce sont des choses que l'on ne verrait pas si on n'était pas en train de manipuler des équations non linéaires. Alors, on va commencer évidemment par des opérateurs d'ordre 1. Donc, on va commencer par des opérateurs linéaires
d'ordre 1. Alors, typiquement, lorsque vous prenez un opérateur linéaire d'ordre 1 et que vous supposez dans un premier temps, donc K petit a, c'est le cas où vous n'avez pas de couplage. C'est-à-dire que vous avez n particules qui ont une vitesse qui dépend de leur position, mais uniquement de la position de sa particule. Ça veut dire que vous avez un champ de vecteurs qui est le même et qui ne dépend que de xi. Donc, pour chaque xi, vous avez un champ de vecteurs qui est b de xi. Je suppose tout régulier, ce n'est pas un problème là-dedans. En termes d'opérateurs de dérivation associés, vous pouvez l'écrire sous forme conservative. Ça, c'est pour écrire des équations sur les mesures de proba sur P. Mais ça, c'est plus embêtant que d'écrire l'opérateur direct qui consiste donc à écrire la somme de i égale 1 à n de b de xi, gradient xi de u à un point grand X qui est x1, xn. Donc, si les un se rapprochent d'un certain grand U, je ne précise pas qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, on s'attend à ce que chacun des gradients xi un très formellement soit d'ordre 1 sur n, et donc cette somme, c'est quelque chose qui est au de 1. Donc, il y a une chance que c'est une limite. Et ça correspond effectivement à l'opération de transport, d'accord, du point X, dans lequel on résout x point égale b de x, c'est-à-dire en fait xi point égale b de xi. Alors ça tend effectivement vers un opérateur d'ordre 1. Ça tend effectivement vers un opérateur d'ordre 1, il n'y a pas de mystère. Ça tend vers ce que j'ai déjà appelé le gradient formel du sur dm. Ça, c'est la réponse formelle appliquée à moins divergence de bm. C'est le transport par b. Et si on veut être tout à fait précis, c'est effectivement le d sur dt de u de m de t en t égale à 0. On va éviter d'écrire des notations, après j'introduirai une notation, mais je ne veux vraiment pas parler de différentiel. D sur dt de u de m de t, lorsque j'écris dm sur dt plus divergence de bm égale à 0. C'est évidemment la même chose. Bon. Bah, là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est quasiment une tautologie, ce truc-là. Parce que ça, c'est quoi? C'est effectivement d sur dt de u de mn de x de t. De la mesure empirique dans laquelle j'ai bougé chacune des coordonnées xi point par b de xi. D'accord? Et donc ça, c'est bien ce que j'ai envie, ce qui est mn de t, c'est-à-dire le transport. C'est la méthode particulière pour l'équation de transport, si vous voulez. Hein. C'est le transport par le champ de vecteur B. Bon, là, donc, il n'y a rien, c'est une tautologie, c'est une réécriture de dire c'est que si je transporte des points par xi point b de xi, du point de vue des mesures, que ce soit des mesures empiriques ou des mesures générales, je suis en train de résoudre ces équations de transport. Bon, c'est Liouville, on sait ça depuis des siècles, il n'y a aucune difficulté là-dedans. Donc là, il n'y a rien. Alors, les choses se compliquent un peu lorsque je mets maintenant un champ de vecteurs qui dépend de toutes les coordonnées. OK ? Ça, c'est l'étape 0. Hein. Donc, c'est du transport par un champ de vecteurs. Maintenant, si je veux prendre du couplage, et c'est évidemment lorsque vous avez vous intéressez aux particules en interaction, vous allez dire... Qu'est-ce que vous allez dire? Je vous ai déjà expliqué que si on avait des particules identiques, la forme générale d'une force qui respecte ce principe de particules identiques, et évidemment vous n'avez besoin de ça que de manière asymptotique, mais je vais l'écrire en dur,
c'est d'avoir un champ de vecteurs qui est défini comme un B qui agit sur des positions et qui fondamentalement agit de manière symétrique et de manière faible sur les autres variables. Ce que donc, est fondamentalement, c'est un opérateur B de xi et de m. Et ensuite, vous mettez ici la mesure empirique des n-1 autres particules. Et ça vous donne la force effective qui s'applique à la dynamique des xi. Bon. Alors, formellement, et je dis bien formellement, à quoi doit-on s'attendre? Et c'est là où il faut faire un tout petit peu attention. Formellement, on doit s'attendre à avoir exactement la même réponse. Donc ça veut vraiment dire un B de grand X. Que le BI de grand X, la IM composante de la force sur le vecteur XI, c'est un B de XI et puis de X1 jusqu'à X-1, XI plus 1, XN. Et que ça, c'est symétrique. Ça, c'est ça qui reste. Alors, formellement, l'argument que je viens de faire, c'est tout le temps, c'est exactement la même chose. Et formellement, ce à quoi je m'attends, c'est toujours à récupérer d sur dt de u de m de t, en t égale à 0, dans lequel l'équation de transport que je résous, ça devient une équation non linéaire. C'est plus divergence de b de x et de m est égal à 0. Mais vous allez me dire, oulala, attention, il y a les lois de conservation scalaires là-dedans. Une question de différenciabilité, c'est pas terrible. Oui, à ceci près que si vous voulez déjà une évolution régulière, et vous pensez à des termes d'interaction, c'est de Vlasov, etc., vous avez des choses qui sont a priori plus régulières. Ce sont des opérateurs qui sont a priori lipschitziens pour le cas simple, c'est de dire que B est Lipschitz sur P2. Bon, mais ça veut dire Lipschitz pour une distance liée à topologie faible, donc B de x de m égale à m, ça ne va pas marcher. OK? B de x et de m égale m de x, dans lequel vous prenez un point, la valeur au point x, ça c'est une application qui n'est pas faiblement continue. Même pas lipschitzienne. Bon, donc là-dedans, c'est ce genre de choses qui est a priori OK si B de x et de m est Lipschitz sur Q croix P, et attention sinon. Donc c'est quand même relativement amusant là-dedans. Vous parsez des équations de Liouville fondamentalement, de Liouville écrit de manière non conservative, et vous avez derrière l'équation non conservative qui correspond au transport par une équation non linéaire. Et tout ça, je vous en avais déjà un peu parlé, c'est l'équation de Vlasov. Donc si maintenant on introduit quelques notations, je fais que des choses heuristiques là-dedans, et qu'on dit que ça, c'est du sur dm appliqué à B, bon, je vais mettre des dérivés partiels parce que, en général, mes U dépendront d'autre chose. Donc que B soit simplement un B de x, ou c'est-à-dire un point, soit un opérateur, ça ne change rien. Et donc, ce qui est caché derrière, et c'est déjà une des réponses, observez que pour l'instant, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de bruit. Mais c'est du Vlasov généralisé déterministe, parce que je vous rappelle que la force correspondant à l'exemple de Vlasov, c'est un polynôme de degré 1. C'est un cas très particulier. Les interactions à deux corps sont des polynômes de degré 1. C'est-à-dire le B par rapport à la deuxième variable est polynomial de degré 1. C'est un cas très très simple et particulier. Et on retrouve d'ailleurs là des observations que les équations de transport sont
on peut mesurer pour un certain nombre d'équations de Vlasov lorsque les potentiels d'interaction ne sont pas trop irréguliers ou ont des propriétés mais qui ne sont pas naturelles du point de vue physique. On peut vérifier qu'il y a des propriétés que je qualifierais de Cauchy-Lipschitz pour ces équations de transport. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, donc le type de dp qui sont en jeu, c'est de dire je regarde des du sur dn plus somme de bni, donc c'est 2 grands x avec la structure symétrique identique dont j'ai déjà évoqué. Ça peut être asymptotiquement. Gradient xi un. Ce qui correspond à l'équation duale de l'équation de Liouville. Équation duale de Liouville. Que j'avais écrite et sur lesquelles j'avais écrit toutes les hiérarchies. Je vous avais rappelé Hewitt et Savage, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, c'est plus simple, plutôt que d'écrire tout ce bazar de Hewitt et Savage ou de parler d'équations de transport sur des mesures de proba sur P, c'est-à-dire des mesures de proba sur les mesures de proba, c'est beaucoup plus simple que d'écrire l'équation directe. Et effectivement, en tout cas formellement, vous voyez à quel point ceci paraît naturel et simple. Formellement, ceci, quand n tend vers l'infini, vous attendez à ce que ça tende tout bêtement vers du sur dt plus du sur dm fois b. Mais attention, c'est un b de x et de m. Je le mets en petit. Et la signification de ceci, c'est, lorsque tout est C1, c'est de dire que c'est d sur dt de u de m de t, où vous résolvez cette équation non linéaire. Donc il y a quand même du boulot là pour la justification. Bon, alors, ceci est très simple, effectivement, si B est lipschitzien sur Q croix P. Il n'y a pratiquement rien à faire. Bon, alors ensuite, il y a la question, mais d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire l'équation? Donc ça, on tombe sur les justifications, simplement. Et qu'est-ce que ça veut dire ensuite? Est-ce qu'on peut parler de régularité, C1, plus, etc. Oui, tout ça, ça marche, mais ça, il faut travailler. Bon, mais c'est pas très, ça, c'est vraiment pas très compliqué. Alors on va, même s'il y a des choses à faire. Donc ça s'applique a priori au cas de n particules en interaction générale, n particules identiques, déterministes. C'est une relecture fondamentalement de choses bien connues. Bon, alors on va s'avancer maintenant en territoire, et c'est pas très compliqué. C'est même simple. Alors on va s'avancer à un territoire un peu plus mouvant, puisqu'on va commencer à regarder des équations non linéaires. Donc après des opérateurs linéaires d'ordre 1, donc c'est du point 2, je vais regarder des opérateurs non linéaires d'ordre 1. Bon. Alors, on va commencer par un exemple. L'exemple, c'est de prendre h de gradient u, entre guillemets, égale gradient u, un demi de gradient u carré, par exemple. Alors, on a vu là-dedans que lorsqu'on prenait cet exemple, le bon scaling, c'était de prendre n fois, n sur 2 fois somme de i égale 1 à n de gradient xi de u au carré, de un au carré. C'était ça le bon scaling. Pourquoi on a vu ça? Bien, c'est qu'on avait résolu l'équation avec un dun sur dt égale à 0. On avait écrit la formule de l'axe oléinique et on avait vu que ça, cette formule passait à la limite sur l'espace des mesures de proba sans aucune difficulté et que simplement on remplaçait les x moins y au carré par la distance au carré de Monch-Kantorowicz, Wasserstein, et patati et patata. Bon, donc a priori, s'il y a quelque chose qui converge, c'est cet opérateur. Alors, les n là-dedans, ce scaling, pourquoi on le comprend? Toujours la recette heuristique, chacun des gradients xi de un, il est d'ordre 1 sur n. Ben, là, ça fait du 1 sur n2, et il faut un n2 ici pour que ça soit d'ordre 1. Ça, on le comprendra bien. Ça ne nous dit pas encore pour un Hamiltonien général où est-ce qu'il faut mettre les n. Ça, je vous l'expliquerai après. Bon,
Alors donc ça, d'après les équations de Hamilton-Jacobi, on a vu que ça doit converger vers quelque chose, à un certain sens, mais la question c'est quoi? Comment on écrit ce bazar-là? Alors, on peut faire des calculs relativement explicites sur les polynômes. Et si on tient absolument à une formule, donc là, on a envie de dire c'est un du sur dm. Et je mets comme si c'était une norme, parce que c'est fondamentalement la norme. Bon. Et la question, c'est comment ça, on peut le calculer. Alors, pour l'exprimer de manière générale, sans avoir à dire ça dépend de quel point M je regarde, etc., voici le plus simple, c'est ce qu'il y a en fait de plus proche de la formule de l'axe Leinix, c'est fondamentalement de raisonner par dualité, mais autant faire le cas général. Donc commençons maintenant par un H convexe. Et en fait, il va falloir rajouter quelque chose à un instant. On a un H de gradient U à la place de 1,5 de gradient U carré. Donc je voudrais mettre ici la somme de I égale 1 à N de H de quoi? Bien, de gradient XI par rapport à UN. Bon, ben, c'est relativement évident où il faut mettre les n, et il y a d'autres manières de s'en convaincre, mais là je vous donne simplement un argument heuristique. H, c'est à peu près n'importe quoi. Donc si vous voulez vous ramener à quelque chose qui soit d'ordre 1, la seule manière, c'est de mettre un n à l'intérieur. Ensuite, ça c'est d'ordre 1, le total c'est d'ordre n, et donc vous mettez un 1 sur n. Et dans le cas du carré, ça correspond bien à un n qui est dehors. Bon, ça déjà on a appris, on voit quel est le bon scaling. Bien, ensuite, ça, on se dit, et on peut d'ailleurs s'en convaincre avec un certain nombre d'exemples, quand n tend vers l'infini, ça tend vers un certain Hamiltonien de h du sur dn. La question c'est, qu'est-ce que c'est ce bazar-là? Alors on va faire un petit argument de dualité. Je répète, tout ce que je fais sont des recettes heuristiques, mais on a maintenant tout l'appareillage de calcul différentiel, de solution de viscosité pour justifier tout ça. Et ça, on fera en prochain. Donc le H de du sur dm, comment le définir? Alors, je vais revenir à qu'est-ce que c'est le 1 sur n, somme de i égale 1 à n, de h de n, gradient u de xi. Donc 1 sur n, somme de i égale 1 à n, de h de gradient de n fois gradient xi un de xi, eh bien, je vais me servir de la formule de dualité. Bien, je prétends que ça, c'est un sup sur tous les grands P dans Q puissance n. Sur tous les grands B dans RD puissance n. Bien, de Q est dans RD. De quoi? De 1 sur n, BI fois n gradient xi, j'écris, et puis en gradient xi un, il y a une somme sur i. Et je mets ensuite le moins h étoile, 1 sur n, parce que ça c'est un facteur, somme sur i de h étoile de bi. D'accord? OK. Alors, regardons bien. J'ai simplement écrit la formule de dualité qui consiste à dire que h de p, c'est le sup sur b scalaire p moins h étoile de b. OK? Pour un certain bi. Et ensuite, ce sont des sups distincts, donc là, il n'y a pas de problème. Pour la commutation, si je prends des BI différents,
pour dire que, parce que le sup qui est ici, lorsque sur cette somme, chacun de ces sups-là, c'est un sup de B1, Bn, et chacun des sups de Bi, il n'agit que sur cette composante-là de la somme. Bien. Donc ça, c'est déjà première étape de dualité. Ensuite, le jeu auquel je vais jouer, je vais dire O mais Bi, là, qui est là. Je peux dire a priori que c'est la valeur de B en xi. Ça me définit petit à petit un champ de vecteurs. Donc ça, c'est aussi formel. Le sup maintenant sur tous les B de x, de les n, vous voyez que ça se vire, somme de B de xi, gradient xi de un, moins 1 sur n, somme de i égalant à n, de h étoile de B de xi. Bon, là, il faut faire un tout petit peu attention, puisque vous pouvez avoir une difficulté si plusieurs coordonnées sont égales. Mais ça, c'est pour peu de points. Ce sont des points qu'on peut facilement éviter. C'est-à-dire tous les points où les coordonnées sont égales. Autrement, ça vous donne bien, a priori, un B. Ceci, c'est purement formel. Hein. Je ne prétends pas faire une démonstration rigoureuse ici. C'est de vous faire deviner la formule. Et alors là, maintenant, vous voyez, ça, on sait vers quoi ça tend. Donc, fondamentalement, la formule pour h de du sur dm, je peux maintenant effacer ce qui précède, ça va être le sup sur tous les B, sur tous les champs de vecteurs B. Hein, sur les champs de vecteurs sur Q. De quoi? De la dérivée de U dans la direction du champ de vecteur B. Donc, c'est ce que j'ai noté tout à l'heure, du sur dm fois B. À ceci près que là, il faut faire encore un tout petit peu attention à ce que l'on dit. Hein. C'est toujours pareil, c'est une dérivée formellement dans la direction moins divergence Bm. Bon, je reviendrai dessus dans un instant. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Là, j'ai une fonction, j'ai un polynôme de degré 1. Et donc ça, on connaît la réponse. Quand n tend vers l'infini, ça c'est la partie la plus facile, ça tend vers l'intégrale sur Q de h étoile de B de x m dx. Alors, je ne vais pas mettre dx, m peut être une mesure singulière. Voilà, donc et vous voyez bien que par dualité, vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Si ici vous dites c'est vraiment la dérivée dans la direction moins divergence Bm, donc si on parle de gradient formel, voilà la formule. Si vous parlez de gradient formel, donc vous dites que ça c'est un du sur dm appliqué à moins divergence Bm, et que vous faites la dualité qui est ici, eh bien, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous trouvez, mais là je mets des guillemets, c'est l'intégrale de h du gradient par rapport à x de du sur dm fois m dx. Bon. Ce qui est donc quand même quelque chose d'assez logique, parce qu'on est en train de regarder, hein, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'échantillonner un certain opérateur en regardant les points xi qui viennent suivant qui se répartissent synthétiquement sur m, et on regarde h de ce gradient-là. Bon, alors ensuite on se convainc, on peut comprendre pourquoi cela donne cette quantité. Cela dit, ce que je viens de vous raconter, c'est formel.
mais c'est faux. Non seulement c'est formel, mais c'est faux. C'est faux parce qu'il y a une difficulté que l'on peut voir ici. C'est que vous vous souvenez peut-être que les objets naturels, donc je vais le voir sur cette écriture formelle, mais on peut le comprendre aussi aisément sur ce sup. Je voudrais que ce sup ait une chance d'être fini. Donc même si je prends des fonctions C1 sur P, donc la question que je me pose, c'est que si je prends un U qui est de classe C1 sur P2, je voudrais dire qu'un opérateur d'ordre 1 est bien défini. Or, si je prends une fonction C1 sur P2, il n'est pas défini en général. Pourquoi? Parce que fondamentalement, vous savez que le type de borne que l'on a sur ce qui ressemble à une différentielle, ce sont des objets qui vivent pour les directions. C'est des choses qui sont naturellement dans H-1 avec une mesure B, avec une mesure M, c'est-à-dire des B qui sont dans L2 avec la mesure M, une direction qui est dans H-1 avec la mesure M, et que donc la différentielle, entre guillemets, elle est naturellement dans H1 avec la mesure M. Donc là, vous avez bien le M, là, vous avez bien le gradient x du sur dm, mais ici, vous avez un H quelconque, et vous voyez que pour que ça soit fini, il faut que H soit sous-quadratique. Donc ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle, parce qu'on a une fonction C1 et on ne peut pas définir tous les opérateurs non linéaires. Ben oui, mais bon, ce sont des opérateurs non linéaires un peu plus compliqués. Alors maintenant, si H est sous-quadratique, tout ceci, on peut lui donner un sens, on peut écrire les équations d'Hamilton-Jacobi, etc., etc. Alors, les généralisations qui sont relativement simples, vous voyez que dès qu'on entre dans le monde non linéaire, ça se complique un petit peu. Les généralisations qui sont beaucoup plus simples, c'est de dire maintenant, je reste dans le monde sous-quadratique, parce que là, j'ai quelque chose à comprendre encore. Hein. Mais je veux un Hamiltonien général. Et ensuite, donc un H général sous-quadratique. Bon, vous voyez bien que la formule empirique qui est là, elle a toujours un sens. Bon. Donc, si vous avez des fonctions de test pour les objets C1, si vous avez des fonctions de test dont vous savez calculer le gradient formel, vous avez une formule. De manière générale, si vous voulez faire des choses un peu plus générales que ceci, donc ça c'est des grands U, en général je garde cette notation-là. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus général, une fonction quelconque, c'est un inf de fonction convexe. Donc ça c'est pas très compliqué, ça. Bon. Disons une fonction Lipschitz, parce que de toute façon, j'en aurais besoin. Un H localement Lipschitz général. Bon, donc ça, le H général, je n'en parle pas, c'est une remarque. La convexité n'est pas vraiment un problème. Deuxième remarque, c'est quid d'un H de xi et quid d'un H de grand X, à nouveau avoir des points, avoir un principe de symétrie là-dedans, c'est à nouveau avoir un H de X et de M. Donc c'est un H de XI, de M et de gradient XI. Donc typiquement dans l'équation, ce que vous rentrez, et ce dont vous avez besoin, c'est de cette forme asymptotique, somme sur J, un opérateur sur les J différents de I de delta XJ, et de n fois gradient XI UN.
et vous prenez 1 sur n somme. Bon, il y a encore plus compliqué que ça, mais je vais m'arrêter là. Hein. Ça suffira amplement. Grosso modo, c'est lorsque vous avez des bonnes formules, si vous avez plus de couplage entre les dérivés, le problème c'est de bien écrire les aspects identités et de comprendre quelles sont les classes que vous récupérez à la limite. Donc formellement, lorsque vous faites ceci, eh bien, de quoi s'agit-il? Ça, on va l'écrire avec la réponse gradient formel, ça devient une intégrale sur m. On a un h, donc l'intégrale de m de x, de h de x, dans lequel vous rentrez la dépendance m ici, et le gradient en x de la dérivée formelle. Donc voilà la réponse. Donc, attention, ici c'est m, fonction de m, mais aussi fonction de x, et là c'est m vu comme mesure par rapport à x. Donc là, on commence à avoir des opérateurs un peu plus compliqués. Et voilà l'opérateur limite que l'on récupère pour des objets comme ceci. Et là, je m'arrête en termes d'extension, même si ce n'est pas fini, comme vous le sentez bien. Bon. Mais je voudrais revenir donc en arrière sur cet aspect sous-quadratique, parce que c'est quand même ça le plus choquant. Alors, après tout ce qu'on a fait là, on était parti de l'équation d'Hamilton-Jacobi quadratique. Tentons des équations quelconques, avec des puissances quelconques, pour voir l'influence de la puissance. Alors donc on écrit dun sur dt. Ici, je vais mettre un 1 sur n, parce que ça, au moins, la règle de scaling, je la connais. Je vais mettre n gradient xi un. Je vais mettre p. Et puis, je vais diviser par p parce que c'est un peu plus simple à faire les calculs de fonctions convexes conjuguées. Égal à 0. On a une formule pour ceci. On n'a que un, formule de l'axe Leinik, qui est donc mon un0 de grand X. Et ici, ce que vous avez, c'est Q étant l'exposé conjugué, donc Q égale P sur P moins 1. Et donc, vous avez ici que P est compris entre 1 et l'infini. Bon, alors, où en étais-je? Vous allez avoir ici un 1 sur n, ça a été fait pour, la somme de i égale 1 à n, et ici c'est un y, et ce que vous avez ici, c'est xi moins y, pardon, xi moins yi, il y a un t, à part que c'est un t, c'est t fois t à la puissance q moins 1. Ça, j'élimine ces objets-là, c'est des constantes. En revanche, je me concentre sur cette partie qui est ici. 1 sur q, t à la puissance q moins 1. Voilà. Et je regarde par rapport à tous les y, et ça c'est un de x et de t. C'est une fonction symétrique. Et bien entendu, ici, vous pouvez aussi glisser, si vous en avez envie, ça ne change rien, l'inf sur les sigma de 1 sur n, somme de i égale 1 à n de xi moins y sigma de i, puisque la fonction étant symétrique, vous pouvez mettre cet inf sur le sigma ou pas, il est contenu dans cet inf qui est ici. Donc ça, c'est d'ailleurs lié à ce caractère C1, c'est que ces permutations, elles ne sont pas toujours si importantes que ça. Où elle joue un rôle fondamental, c'est que si on prend réellement la distance, elle n'est pas C1. Mais pour beaucoup d'opérations que l'on fait avec la distance, tout se passe comme si elle était C1. Bon, et alors là, modulo ces constantes qui sont là, qu'est-ce que l'on reconnaît? Eh bien, vous voyez que ce que vous reconnaissez, c'est a priori une autre distance de x à y, mais qui est tout ça à la puissance q d'ailleurs, mais qui est la distance associée à l'exposant conjugué. Et donc, assez naturellement, si vous êtes en train d'écrire une formule
qui correspond à U de M et de T égale l'inf d'un U0 de M' plus un 1 sur Q, T à la puissance Q moins 1, la distance Q de M à M' à la puissance Q. Donc vous attendez à ce que ce soit ça la limite. Donc même chose, même si c'est le P est plus grand que 2, on a une équation limite. Il y a une formule limite. La formule, elle est là. Donc il doit bien y avoir un Hamiltonien. Mais le problème, où est-ce qu'il se trouve? Le problème, il se trouve dans le fait que, bien entendu, ce qui est naturel ici, lorsque vous manipulez cette distance, c'est de regarder des fonctions qui sont lipschitziennes par rapport à cette distance. En dimension finie, ça pose pas de problème, parce que c'est tout ça, c'est la même affaire. Mais là, il faut faire un petit peu plus attention. Bon, alors donc, suivant la croissance de l'hamiltonien, vous devez avoir une mesure de plus en plus dure. Donc, passer de D2 à D1, enfin donc, avoir de plus en plus renforcé le caractère lipschitzien. Donc, si vous voulez vraiment faire aucune hypothèse de croissance, qu'est-ce que c'est le plus simple? C'est de prendre D1 et on n'en parle plus. Parce que D1, ça correspond à P égale l'infini. Bon, si vous avez une croissance au plus d'ordre P, eh bien, vous pouvez vous contenter de DQ. Bon, alors vous voyez les généralisations qui ne sont pas bien compliquées. Et donc, maintenant, ça y est, on a compris ce qui se passe. C'est que si je prends maintenant un H quelconque, si je prends un H quelconque, par exemple convexe si vous voulez la formule de dualité, eh bien, pour pouvoir bien définir ponctuellement l'opérateur H de du sur dm, il sera bien défini, et là je m'arrête là, donc bien défini, ponctuellement, comme une fonction continue. Faiblement continue sur l'espace des mesures de proba, donc sera bien défini si U est non seulement C1 de P2, mais aussi C01 de P1, c'est-à-dire la distance 1. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire que l'on comprenne? C'est pourquoi? Mais c'est en fait, là, ça paraît un peu de la devinette, mais non, il n'y a pas de devinette, parce que C01P1, on l'avait vu, en termes de projection, c'est équivalent à dire que les gradients xi de un se majorent par une constante sur n. Tandis que C01 de P2, c'est équivalent à dire que la somme, à nouveau, c'est beaucoup plus clair si on écrit les choses en dimension finie, somme de gradients xi un carré est majorée par C sur n. Et ça entraîne ça, mais la réciproque est fausse. Ça, c'est bon pour des hamiltoniens sous-quadratiques, et on sent bien que cette formule, elle va bien être finie si on a simplement une majoration avec un hamiltonien sous-quadratique. Mais si j'ai un hamiltonien avec une croissance quelconque, ben, il va falloir que je sois sûr que chacun de ces bouts-là, il est borné. Et ça, on est sûr de notre coup si c'est C01, c'est lipschitzien par rapport à la distance 1. Bon, alors vous voyez, là, il y a quand même une petite subtilité, que donc lorsqu'on manipule des équations non linéaires, suivant les problèmes de croissance, on peut être amené à jouer sur plusieurs distances à la fois. Et que pour l'aspect Lipschitz en dur, et d'ailleurs c'est la même chose au niveau des dérivées secondes et C1 en dur, pour l'aspect Lipschitz en dur, la meilleure distance, c'est la distance 1, ce n'est pas la distance 2. C'est parce que c'est la distance 1 qui vous donne ce que vous voulez, c'est-à-dire en termes de scaling. Alors, il n'y a pas de problème avec toutes les distances, avec tous ces 1 sur n, somme de xi moins y à la puissance q. Vous voyez que c'est fait pour, c'est 1 sur n, somme. Ce sont des polynômes, et pour les polynômes, l'aspect lipschitzien pour une distance ou pour l'autre, c'est la même chose. Donc on n'a pas de problème en termes de fonction de test.
Et ça veut bien entendu... Alors, pourquoi j'ai besoin de comprendre ces objets-là? C'est que lorsque je voudrais faire des solutions de viscosité, eh bien, définir l'équation, ça sera définir des inégalités en un certain nombre de points. Donc, et pour des fonctions test, eh bien, les fonctions test, vous les avez là. Il faut que ça soit C1 sur P2 et C0 sur P1, et après, je définis. Donc, a priori, je sais maintenant écrire les équations, et on a une formule caractérisant. Donc après, il va falloir travailler un peu pour démontrer des principes de comparaison, d'unicité, etc. Et en fait, pour certaines applications, vous voyez que là, assez naturellement, je manipule des dépendances en M lorsque vous n'avez pas des équations qui dépendent du point. Je manipule des dépendances en M, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec un champ de vecteur B de M et une équation de transport, qui sont des dépendances molles. Les dépendances en M sont faiblement continues par rapport à M. Bon. Mais c'est intéressant, il est intéressant de regarder des dépendances dures. C'est-à-dire une dépendance, par exemple, locale. B de M égale M. Ici, c'est si vous écrivez une équation, et ça c'est important pour ces applications, pour un certain nombre d'applications. Donc, je sais a priori écrire une équation d'Hamilton-Jacobi. On saura peut-être démontrer des résultats de comparaison. Oui, on sait les démontrer. Donc, typiquement, ici, je peux mettre ici une certaine fonction de M. Bon. Alors, si je prends ici une fonction qui est continue sur P2, on aura, sur P d'ailleurs, puisque là, peu importe pour la continuité, on aura des résultats d'existence et d'unicité pour cette équation d'Hamilton-Jacobi. Bon, alors des problèmes très classiques de grande déviation liés à la physique théorique dans lesquels se sont illustrés des... Comment elle s'appelle? Ça va me revenir. Oui, il y a eu des démonstrations probabilistes redoutables, consistent à partir d'une situation dans R puissance n, c'est les problèmes de grande déviation, il y a les petits Laplaciens, j'oublie plein de choses, et de récupérer asymptotiquement, donc le f asymptotiquement, le f de m, est donné par l'intégrale de m cube. Bon, ça, c'est une fonctionnelle qui n'est pas faiblement continue. Elle n'est même pas définie pour toutes les mesures de proba. Alors, est-ce que ça, c'est gênant ou pas? La réponse est non. Les solutions de viscosité vont encore fonctionner, mais ce sera plus compliqué. Ce sera un peu plus compliqué parce qu'il faudra distinguer entre l'aspect sûr et sous-solution. Mais enfin, fondamentalement, ce qui vous sauve, c'est que bien que ce soit une fonctionnelle dure, elle est convexe, mais convexe pour la bonne convexité, entre guillemets, ici dit pour la convexité usuelle. Donc c'est ça qui fera marcher les choses. Donc ces remarques, non seulement C de P, mais aussi des objets comme ceci, peuvent être traités. Donc vous voyez, il y a quand même encore beaucoup de boulot pour, même si là on a simplement écrit les équations, pour résoudre ces équations en termes d'existence, unicité, comparaison, regarder des cas limites, des cas durs, limites, c'est-à-dire a priori vous régularisez l'intégrale de m cube, grosso modo, c'est un problème qui est assez voisin du problème quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire que ici vous mettez un m, vous faites une petite convolution de m, et vous regardez au cube, et puis vous faites tendre epsilon vers 0. Est-ce que ça c'est une bonne limite? La réponse sera oui. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de boulot à faire là-dedans, et en plus j'ai pris la variable séparée, et d'ailleurs je serais incapable de vous donner une théorie complètement générale avec un h de m et de du sur dm avec des dépendances dures. On n'en est vraiment pas là. Donc on construit progressivement une meilleure compréhension. Bon, alors je crois que pour l'ordre 1, ça suffit, il reste l'ordre 2.